Aujourd'hui, je vous lis la suite du livre Belle Amie de Maupassant. Madeleine s'appuya à la cheminée et, ayant allumé une cigarette, elle raconta ses nouvelles, puis exposa ses idées et le plan de l'article qu'elle rêvait. Il l'écoutait avec attention tout en griffonnant des notes, et quand il eut fini, il souleva des objections, reprit la question, la grandit, développa à son tour, non plus un plan d'article, mais un plan de campagne contre le ministère actuel. Cette attaque serait le début. Sa femme avait cessé de fumer tant son intérêt s'éveillait, tant elle voyait large et loin en suivant la pensée de Georges. Elle murmurait de temps en temps « Oui, oui, c'est très bon, c'est excellent, c'est très fort. » Et quand il eut achevé à son tour de parler « Maintenant, écrivons, dit-elle. » Mais il y avait toujours le début difficile et il cherchait ses mots avec peine. Alors elle vint doucement se pencher sur son épaule et elle se mit à lui souffler ses phrases tout bas dans l'oreille. De temps en temps, elle hésitait et demandait « Est-ce bien cela que tu veux dire ?» Il répondait « Oui, parfaitement. » Elle avait des traits piquants, des traits venimeux, de femme pour blesser le chef du conseil, et elle mêlait des railleries sur son visage à celles sur sa politique, d'une façon drôle qui faisait rire. Je suis pas dans le cadre. D'une façon drôle qui faisait rire, et saisissait en même temps sa justesse d'observation. Maintenant, écrivons, dit-elle. Mais il avait toujours... Mais non, c'est pas ça, c'est ce que je viens de lire. Du roi, parfois, ajoutait quelques lignes qui rendaient plus profonde et plus puissante la portée d'une attaque. Il savait en outre l'art des sous-entendus perfides qu'il avait appris en aiguisant des échos, et quand un fait donné pour certains par Madeleine lui paraissait douteux ou compromettant, il excellait à le faire deviner ou à l'imposer à l'esprit avec plus de force que s'il ne l'eût affirmé. Quand leur article fut terminé, Georges le relut tout haut en le déclamant. Ils le jugèrent admirable d'un commun accord, et ils se sourirent, enchantés et surpris, comme s'ils venaient de se révéler l'un à l'autre. Ils se regardèrent au fond des yeux, émus d'admiration et d'attendrissement, et ils s'embrassèrent avec élan, avec une ardeur d'amour communiquée de leurs esprits à leur corps. Du roi reprit la lampe. « Et maintenant, Dodo, dit-il avec un regard allumé. » Elle répondit « Passez, mon maître, puisque vous éclairez la route. » Il passa et elle le suivit dans leur chambre en lui chatouillant le cou du bout des doigts, entre le col et les cheveux pour le faire aller plus vite, car il redoutait cette caresse. L'article parut sous la signature Georges du roi de Cantel et fit grand bruit. On s'en émut à la chambre. Le père Walter en félicita l'auteur et le chargea de la rédaction politique de la vie française. Les échos revinrent à Boisrenard. Alors commença dans le journal une campagne habile et violente contre le ministère qui gérait les affaires. L'attaque, toujours adroite et nourrie de faits, tantôt ironiques, tantôt sérieuses, parfois plaisantes, parfois virulentes, frappait avec une sûreté et une continuité dont tout le monde s'étonnait. Les autres feuilles citaient sans cesse la vie française, y coupaient des passages entiers et les hommes du pouvoir s'informaient si on ne pouvait pas bâillonner avec une préfecture cet ennemi inconnu et acharné. Du roi devenait célèbre dans les groupes politiques. Il sentait grandir son influence à la pression des poignées de main et à l'allure des coups de chapeau. Sa femme d'ailleurs l'emplissait de stupeur et d'admiration par l'ingéniosité de son esprit, l'habileté de ses informations et le nombre de ses connaissances. À tout moment, il trouvait dans son salon, en rentrant chez lui, un sénateur, un député, un magistrat, un général, qui traitait Madeleine en vieille amie avec une familiarité sérieuse. Où avait-elle connu tous ces gens dans le monde, disait-elle, mais comment avait-elle su capter leur confiance et leur affection? Il ne le comprenait pas. Ça ferait une rude diplomate, pensait-il. Elle rentrait souvent en retard aux heures de repas, rouge et soifée, non, essoufflée par non, je recommence. Elle
figure-toi que le ministre de la Justice vient de nommer 2 magistrats qui ont fait partie des commissions mixtes. Nous allons lui flanquer un abattage dont il se souviendra. Et on flanquait un abattage au ministre, et on lui en reflanquait un autre le lendemain, et un 3e le jour suivant. Le député Laroche-Mathieu, qui dînait rue Fontaine tous les mardis, après le comte de Vaudrec, qui commençait la semaine, serrait vigoureusement les mains de la femme et du mari, avec des démonstrations de joie excessives. Il ne cessait de répéter « Christi, quelle campagne! Si nous ne réussissons pas après ça !» Il espérait bien réussir en effet à décrocher le portefeuille des affaires étrangères qu'il visait depuis longtemps. C'était un de ces hommes politiques à plusieurs faces, sans conviction, sans grands moyens, sans audace et sans connaissance sérieuse, avocat de province, joli homme de chef-lieu, gardant un équilibre de finaux entre tous les partis extrêmes, sorte de jésuite républicain et de champignon libéral de nature douteuse, comme il en pousse par centaines sur le fumier populaire du suffrage universel. Franchement, cette phrase est excellente. Son machiavélisme de village le faisait passer pour fort parmi ses collègues, parmi tous les déclassés et les avortés dont on fait des députés. Il était assez éloigné, assez correct, assez familier, assez aimable pour réussir. Il avait des succès dans le monde, dans la société mêlée, trouble et peu fine des hauts fonctionnaires du moment. On disait partout de lui « Laroche sera ministre », et il pensait aussi plus fermement que tous les autres que Laroche serait ministre. Il était un des principaux actionnaires du journal du père Walter, son collègue, et son associé en beaucoup d'affaires de finances. Duroy le soutenait avec confiance et avec des espérances confuses pour plus tard. Il ne faisait que continuer d'ailleurs l'œuvre commencée par Forestier, à qui Laroche-Mathieu avait promis la croix quand il serait venu le jour du triomphe. La décoration irait sur la poitrine du nouveau mari de Madeleine, voilà tout. Rien n'était changé en somme. On sentait si bien que rien n'était changé, que les confrères de Duroy lui montaient une scie dont il commençait à se fâcher. On ne l'appelait plus que Forestier. Aussitôt qu'il arrivait au journal, quelqu'un criait « Dites donc, Forestier !» Il feignait de ne pas entendre et cherchait les lettres dans son casier. La voix reprenait avec plus de force. « Et Forestier !» Quelques rires étouffés couraient. Comme Duroy gagnait le bureau du directeur, celui qui l'avait appelé l'arrêtait. « Oh, pardon, c'est à toi que je veux parler. C'est stupide, je te confonds toujours avec ce pauvre Charles. Cela tient à ce que tes articles ressemblent pigrement aux siens. Tout le monde s'y trompe. » Duroy ne répondait rien, mais il rageait, et une colère sourde naissait en lui contre le mort. Le père Walter lui-même avait déclaré, alors qu'on s'étonnait des similitudes flagrantes de tournure et d'inspiration entre les chroniques du nouveau rédacteur politique et celles de l'ancien. Oui, c'est du Forestier, mais du Forestier plus nourri, plus nerveux, plus viril. Une autre fois, Duroy, en ouvrant par hasard l'armoire au bilboquet, avait trouvé ceux de son prédécesseur, avec un crêpe au-dessus du manche, et le sien, celui dont il se servait quand il s'exerçait, sous la direction de Saint-Potin, était orné d'une faveur rose. Tous avaient été rangés sur la même planche par rang de taille, et une pancarte pareille à celle des musées portait écrit « Ancienne collection Forestier et compagnie, Forestier du Roi, successeur breveté SGDG. Article inusable pouvant servir en toutes circonstances, même en voyage. » Il referma l'armoire avec calme en prononçant assez haut pour être entendu. Il y a des imbéciles et des envieux partout. Mais il était blessé dans son orgueil, blessé dans sa vanité. Cette vanité et cet orgueil ombrageux d'écrivain, qui produisent cette suscibilité nerveuse, toujours en éveil, égale chez le reporter et chez le poète génial. Ce mot, Forestier, déchirait son oreille. Il avait peur de l'entendre et se sentait rougir en l'entendant. Il était pour lui, ce nom, une raillerie. Mordante, plus qu'une raillerie, presque une insulte. Il lui criait « C'est ta femme qui fait ta besogne comme elle faisait celle de l'autre. Tu ne serais rien sans elle. » Il admettait parfaitement que Forestier n'aurait été rien sans Madeleine, mais quant à lui, allons donc. Puis, rentrait chez lui. L'obsession continuait. C'était la maison tout entière maintenant qui lui rappelait le mort.
tout le mobilier, tous les bibelots, tout ce qu'il touchait. Il ne pensait guère à cela dans les premiers temps, mais la scie montée par ses confrères avait fait en son esprit une sorte de plaie qu'un tas de rien inaperçu jusqu'alors envenimait à présent. Il ne pouvait plus prendre un objet sans qu'il crût voir aussitôt la main de Charles posée dessus. Il ne regardait et ne maniait que des choses lui ayant servi autrefois, des choses qu'il avait achetées, aimées et possédées. Et Georges commençait à s'irriter même à la pensée des relations anciennes de son ami et de sa femme. Il s'étonnait parfois de cette révolte de son cœur, qu'il ne comprenait point et se demandait « Comment diable cela se fait-il? Je ne suis pas jaloux des amis de Madeleine, je ne m'inquiète jamais de ce qu'elle fait. Elle rentre et sort à son gré, et le souvenir de cette brute de Charles me met en rage. » Il ajoutait mentalement « Au fond, ce n'était qu'un crétin. C'est sans doute cela ce qui me blesse. Je me fâche que Madeleine ait pu épouser un pareil sot. » Et sans cesse il se répétait « Comment se fait-il que cette femme-là ait copé un seul instant un semblable animal ?» Et sa rancune s'augmentait chaque jour, parmi 1000 détails insignifiants qui le piquaient, comme des coups d'aiguille, par le rappel incessant de l'autre, venu d'un mot de Madeleine,